L'esprit d'escalier, une émission d'Elisabeth Lévy avec Alain Finkielkraut, un partenariat RCJ Causeur. Bonjour à tous, bonjour Alain Finkielkraut. Bonjour. George Orwell, qui combattit dans le camp républicain, a perdu en Catalogne pas mal de ses illusions politiques. On dirait que les médias français y ont plutôt retrempé les leurs. Il soufflait cette semaine sur nos écrans un petit vent de printemps des peuples. Les éléments de langage de l'indépendantisme catalan avaient fini par avoir force de vérité. La petite Catalogne, toujours auréolée de son combat contre le franquisme, résistait à la volonté de normalisation d'un État espagnol encore marqué par l'ombre du fascisme, gouverné de surcroît par un type de droite. À l'ère des droits illimités, qui contesterait celui d'un peuple à disposer de lui-même, ajouter des images de violences policières diffusées en boucle et commentées comme si on avait tiré sur la foule. Et on obtient un récit binaire qui rend difficilement compte d'un affrontement complexe entre deux sentiments nationaux, donc deux légitimités. Vous nous direz, cher Alain Finkielkraut, si votre amour des petites nations vous conduit à défendre celles qui pourraient s'autoproclamer cette semaine. Mais je suis sûr que vous n'avez pas découvert hier l'existence, dans toute l'Espagne et jusque dans la Catalogne elle-même, d'une majorité ou d'une moitié du pays, en tout cas jusque-là silencieuse, prête à défendre l'unité de son vieux pays. Et de la Catalogne, grâce à l'un de ces tours et détours dont vous avez le secret, nous parlerons également de féminisme et de la grande bataille de l'écriture inclusive. Mais pour commencer, un petit mot sur les insoumis de Jean-Luc Mélenchon, que Manuel Valls qualifie d'islamo-gauchiste, ce qui ne leur plaît pas. Alors, Manuel Valls est en effet la bête noire des quartiers que la novlangue médiatique a décidé d'appeler populaires, alors même que la fraction autochtone du peuple, ne s'y sentant plus chez elle, a dû les quitter de guerre lasse et la mort dans l'âme. Ce qui l'a fait détester dans ces parages, c'est son refus de transiger avec les principes de la laïcité, le projet de déchéance de nationalité pour les binationaux convaincus de terrorisme, c'est-à-dire d'assassinat indiscriminé de citoyens français pour la seule raison qu'ils sont français, en claquant la porte de la mission parlementaire sur la Nouvelle-Calédonie, présidée par Manuel Valls, le chef de la France insoumise a choisi d'épouser la colère des habitants et plus particulièrement des jeunes de ces quartiers. Votre tête de Turc est pour moi aussi l'homme à abattre, leur signifie-t-il. Vous avez raison de le juger raciste, car il défend une conception ethnique de la nation, ose affirmer Mélenchon dans sa lettre de démission, alors même que c'est au nom du métissage, la valeur suprême de la gauche de gauche, que l'ancien Premier ministre, visitant un marché d'Évry, a souhaité qu'il y ait un peu plus de blancos. Et alors, quelle est la preuve de cette infamie de Manuel Valls qui est fréquemment annoncée? Et Jean-Luc Mélenchon, il a la preuve. Jean-Luc Mélenchon comble cet électorat potentiel quand il parle de la proximité de Manuel Valls avec l'extrême droite israélienne. D'où vient cette mauvaise réputation? Je réponds à votre question. Sinon, des mots prononcés sur Radio Judaïka à Strasbourg, le 17 juin 2011, par ma femme, je suis lié de manière éternelle à la communauté juive et à Israël quand même. Mots qui ont valu à son auteur le surnom de Monsieur Valls quand même dans les milieux soraliens. L'empilement des clientèles, ou si l'on préfère un lexique plus épique, la convergence des luttes, tel est l'objectif poursuivi par la France insoumise, aux employés du service public mobilisés contre la réforme du Code du travail, qui pourtant, comme l'a observé Hervé Algararondo dans Causeur, ne les concerne pas, Mélenchon et les siens, rêvent que s'agrège la jeunesse lycéenne aussi bien qu'estudiantine, quand le gouvernement sera forcé d'agir pour désengorger les universités et brandira le chiffon rouge de la sélection, et que s'agrège enfin cette partie de la population qui juge stigmatisantes les lois de la République et qui nique les juifs à longueur de journée. Toute honte bue, la France insoumise accueille à bras ouverts les idées et les comportements qu'une gauche digne de ce nom devrait combattre. Oui, je voudrais juste ajouter, insister peut-être sur l'obsession israélienne. Vous avez attiré mon attention sur un propos tenu sur France Culture par un député de la France Insoumise, Hugo Bernalicis.
Il a dit « Je ne dis pas de Manuel Valls qu'il est pagano ou judéo-fasciste en raison de ses amitiés avec quelques responsables de l'extrême droite au sein du gouvernement israélien, donc qu'il ne dise pas. » Il ne le dit pas. Voilà. Donc il le dit, bien sûr, c'est la prétérition. Mais allez, sur RTL, Alexis Corbière m'a aussi parlé de l'extrême droite israélienne, donc il y a une obsession israélienne qui flatte, si vous voulez, dans le tas de sentiments des quartiers. Il flatte particulièrement celui-là. Il flatte celui-là, ce qui veut dire que ce parti est devenu aussi dangereux, aussi inquiétant que l'était le Front National sous la direction de Jean-Marie Le Pen. Celui-ci était le porte-parole intermittent d'un antisémitisme en chute libre. Jean-Luc Mélenchon offre l'asile politique à un antisémitisme et à un communautarisme en plein essor. J'espère que la classe politique ne laissera pas Manuel Valls seul face à cette ignominie. C'est même l'occasion ou jamais pour les socialistes de montrer qu'une autre gauche est non seulement possible mais nécessaire, et pour La République En Marche de sortir des ambiguïtés du candidat Macron pendant toute la campagne présidentielle. Bien sûr, le genre de propos que vous avez tenu serait balayé par les insoumis qui balayent tout propos qui leur déplaît en disant « vous parlez comme l'extrême droite ». Donc je vous dis d'avance ce qui accueillera votre analyse, mais passons à la Catalogne où peut-être vous allez vous refaire en quelque sorte une virginité de gauche, cher Alain. De grandes manifestations ont eu lieu hier et aujourd'hui avec le mot d'ordre « Parlons-nous ». Le chef de l'exécutif de Barcelone pourrait proclamer l'indépendance au début de cette semaine et le Premier ministre, Mariano Rajoy, menace de suspendre l'autonomie catalane comme la Constitution l'y autorise. Alors Alain Finkielkraut, les nombreux défenseurs de la cause catalane font remarquer que les Catalans constituent un peuple. Est-ce que vous êtes favorable à l'essor de cette petite nation? À son indépendance? À son indépendance, bien sûr. À son indépendance, absolument pas. Ah ben voilà, en voilà une autre. Alors vous allez m'expliquer, cher Alain, pourquoi on devait encourager la Croatie à sortir de la Yougoslavie, mais que la Crimée devrait rester dans l'Ukraine et la Catalogne dans l'Espagne. Je ne parle pas de la Crimée. L'Espagne est un des plus vieux États-nations d'Europe. Née au lendemain de la Première Guerre mondiale, la Yougoslavie est une fédération de nations qui avait appartenu à des ères de civilisation différentes et qui pouvait d'autant moins survivre au communisme que, sous l'impulsion de votre grand ami Slobodan Milošević, elle tendait à devenir une Serboslavie. Les Slovènes puis les Croates ont voulu secouer le joug. Je me demande bien quel joug pèse aujourd'hui sur la Catalogne. Ce peuple a son parlement, son gouvernement, sa propre politique éducative. La langue catalane n'est pas seulement reconnue, elle règne sans partage. Dans les écoles, l'espagnol est une deuxième langue à l'égal du français et de l'anglais. Les journaux espagnols sont vendus en traduction catalane. Où est l'oppression? Où est le colonialisme? Le seul affront fait par l'Espagne à cette région autonome concerne l'impôt. Oui. Une part de la richesse produite en Catalogne est redistribuée ailleurs. Et les indépendantistes ne veulent plus payer pour les autres. Au XIXe siècle, sous la structure d'État bourbonienne, les Catalans pouvaient à bon droit considérer qu'ils étaient un membre vital annexé au corps agonisant de la Castille. En autant démocratique, il n'y a aucune différence qualitative entre l'indépendantisme catalan et celui de la Ligue du Nord. Mais le prestige du premier, vous l'avez souligné dans votre chapeau, tient au souvenir de la guerre d'Espagne. Et l'on dénonce aujourd'hui comme une continuation ou une résurrection du franquisme les brutalités commises par la Guardia Civile lors de la tenue du référendum sur l'indépendance. Mais enfin, si Franco il y avait, la répression se serait soldée par un bain de sang. Au lieu de quoi, des policiers ont quitté tête basse les hôtels où ils étaient assignés sous les huées d'une foule en délire. C'est ça la férocité, c'est ça la dictature. Siffler le roi d'Espagne lors de la cérémonie en hommage aux victimes des attentats de Barcelone, comme si c'était lui l'ennemi, inscrire, si vous voulez, dans certaines bibliothèques municipales le mot renégat sur les livres de Juan Marcé, un écrivain catalan coupable d'avoir signé un texte, une pétition d'intellectuels contre la tenue du référendum, s'apprêter à proclamer
l'indépendance alors que selon tous les sondages, ses partisans sont minoritaires en Catalogne, c'est ça la démocratie. Cette crise évoque irrésistiblement la fameuse phrase de Marx: tous les grands événements et personnages de l'histoire du monde se produisent pour ainsi dire deux fois, la première fois comme une grande tragédie, la deuxième fois comme une farce sordide. Pour le dire autrement, l'actuel indépendantisme catalan est au printemps des peuples et à l'anticolonialisme ce que l'écriture inclusive est au féminisme originel, une inepte caricature. Alors avant d'en venir au féminisme, si vous m'autorisez une minute ou deux de questions, il y a quand même une question difficile, si vous voulez, parce que tout le monde convient qu'il y a sans doute un peuple catalan. En tous les cas, il y a une langue, il y a visiblement une littérature, bref, une culture en tous les cas catalane. Donc, comment distinguer, si vous voulez, le nationalisme qui a légitimité, les nations qui ont légitimité, disons, à avoir le statut oui, de nation, c'est très facile à distinguer. Difficile. Les nations qui veulent accéder à l'indépendance ont besoin de celle-ci pour s'épanouir. Elles vivent, je le disais tout à l'heure, sous le joug. Leur langue n'est pas reconnue, elles n'ont aucune espèce d'autonomie culturelle ou politique. Pour la Catalogne, c'est exactement l'inverse. Elles ont affaire à une démocratie et en plus, elles s'épanouissent, pour le coup, la Catalogne s'épanouit dans un État décentralisé. Et donc si la Yougoslavie avait été démocratique, je veux dire, vous n'auriez pas plaidé, vous auriez pensé que les États de la Yougoslavie devaient absolument rester ensemble, quelles que soient leurs aspirations. Je pense que de toute façon, la question ne serait pas posée dans les mêmes termes, mais je le disais tout à l'heure, la Slovénie et la Croatie et la Serbie appartenaient à des aires de civilisation différentes. L'Europe centrale pour la Slovénie et la Croatie, Europe latine, l'Europe de l'Est, orthodoxe, pour la Serbie. Là, ce n'est pas le cas. Là, l'Espagne est un des plus vieux États-nations d'Europe, et je remarque en effet la différence de traitement médiatique entre la Ligue du Nord et l'indépendantisme catalan, alors que la motivation originelle est la même, elle est en fait d'ordre fiscal. C'est une manifestation d'égoïsme fiscal et non une volonté de résister à un État dictatorial et colonial. Oui. Et j'ajoute que le danger de dictature vient plutôt des indépendantistes catalans qui ne supportent pas l'opposition et qui ont tendance à considérer les autres Catalans non pas comme des adversaires légitimes, mais comme des traîtres. Oui, il y avait un très bon article dans le Figaro qui parlait de ça. Je crois que c'était bien le seul texte. Bon, nous n'avons pas le temps de poursuivre sur cette question des nations, mais je pense que le dossier n'est pas clos et que le débat n'est pas clos non plus, parce que c'est difficile en fait de savoir. Si vous voulez, il y a aussi aujourd'hui dans les journaux, on méprise un peu les vieux nationalismes au profit des jeunes. C'est un peu ça qui est en train de... Il y a aussi ça, oui. Ça, c'est Mediapart. Voilà. Mais je vous laisse vous-même reprendre votre comparaison. Vous disiez que l'indépendantisme catalan était au printemps des peuples. Ce que l'écriture inclusive est au féminisme originel, une inepte caricature. Qu'est-ce que l'écriture inclusive ? Cette graphie consiste à inclure le féminin entrecoupé de points dans les noms pour le rendre visible. Alors, je donne un exemple. Grâce aux agriculteurs.ris.s, aux artisans.e.s et aux commerçants.e.s, la Gaule était un pays riche. Et ça, on le lit dans le manuel Questionner le monde, publié cette année par les éditions Hatier à l'usage des élèves du cours élémentaire deuxième année. Et les hommes politiques... Savez-vous si beaucoup d'écoles ont adopté ce manuel ? Non, mais si déjà... Si déjà une maison comme Hatier publie un manuel en écriture inclusive, ça ne peut qu'aller progressant, d'autant plus que les hommes politiques, si vous voulez, indiquent le chemin. Jean-Luc Mélenchon a écrit sur Twitter « Les Marseillais
.e.s ont déferlé et à l'Assemblée nationale, le parti du président se présente avec ainsi vos députés.e.s en marche. Oh. Donc, Michael Edwards dit dans Le Figaro que c'est la chair du français qui est rongée et son esprit qui est frappé d'une sorte de bégaiement cérébral. Mais Marlène Schiappa a refusé de critiquer l'écriture inclusive. Ce qui compte pour elle, c'est qu'on trouve un moyen, celui-là ou un autre, de mieux représenter le féminin dans la langue. Et que vaut la parole d'un poète anglais académicien français à côté de celle de la pétulante secrétaire d'État à l'égalité des femmes et des hommes. Donc Michael, excusez-moi, pardonnez mon inculture, mais j'allais vous le demander. Donc, oui, c'est un poète anglais qui est académicien français. Oui. Et voilà. Donc, alors, maintenant, prenons un peu de champ. Il y a à peine 50 ans, les femmes ne s'appartenaient pas. Très rares étaient celles qui faisaient cavalier seul. Comme l'écrit Alice Vernet dans son magnifique roman Les Bourgeois, leur vie était dévolue à fabriquer des vies. Elles passaient sans transition du monde plein d'interdits d'une jeune fille au monde plein d'obligations d'une épouse. Une vie au service des siens, nourrir, vêtir, soigner, éduquer, lancer dans la liberté et proposer son aide à ceux qu'on a enfantés quand ils enfantent à leur tour, prendre soin d'autrui, était chez les bourgeois l'unique mission des femmes qui leur conférait honorabilité et existence. Bourgeois, c'est le nom de la famille dont Alice Vernet retrace l'existence. Ah, c'est leur nom? Oui, c'est leur nom. Ils s'appellent les bourgeois. Donc, une révolution a eu lieu. C'est clair. Les femmes ont aujourd'hui le choix d'épanouir en elles autre chose que la capacité de procréer. Elles ont conquis la maîtrise de la filiation. Elles accèdent à tous les métiers. Elles sont entrées dans la sphère publique. Elles siègent en nombre à l'Assemblée nationale. Elles divorcent quand elles veulent et comme elles veulent. L'avortement est remboursé par la sécurité sociale. Et le chef d'entreprise, s'avisant de pratiquer la discrimination salariale, est passible de la correctionnelle. À cela s'ajoute le fait que le patronyme n'est plus obligatoire et que la procréation médicalement assistée pour toutes est en passe d'institutionnaliser la filiation sans père. Est-il encore sérieux quand la disparition de l'homme devient un droit de la femme de parler d'ordre patriarcal? Mauvaise gagnante, comme il y a de mauvais perdants, celles qui le font veulent cumuler les avantages réels de la liberté et les bénéfices symboliques de l'oppression. Si vous voulez, désespérant en quelque sorte de rencontrer l'ennemi traditionnel en chair et en os, elles vont le débusquer dans la langue. Et pour qu'en français, le masculin ne soit plus jamais utilisé comme la marque du neutre, elles veulent maintenant imposer l'écriture inclusive. Mais ce combat est bête à pleurer. Pour autant... Et j'attire quand même, j'attire l'attention des auditeurs, vous êtes passé vite sur votre superbe trouvaille, en disant, normalement, je veux dire, on a jusque-là des mauvais perdants, les gens qui refusent d'admettre leur défaite, celles-là sont de mauvaises gagnantes car elles refusent d'admettre leur victoire. Merci, cher Alain. Alors, oui. C'est non seulement drôle, mais très éclairant. Alors, beaucoup de féministes m'ont reproché ce mot, mais je vais essayer, si vous voulez, de le justifier. Trop global, peut-être vous globalisez trop, il y a quand même d'autres féminismes. Non, mais oui, je dis certaines féministes, mais peut-être vais-je lever un malentendu. Allez. Parce que ce combat pour l'écriture inclusive est bête à pleurer. Mais cela ne signifie pas que le féminisme lui-même a perdu toute actualité. Comme l'a montré Gérard Biard dans Charlie Hebdo. Dès lors, si vous voulez, qu'on ouvre l'insémination artificielle avec donneur aux couples de femmes et aux femmes seules pour pallier une souffrance induite par une infertilité résultant d'orientation personnelle, ce critère vaut pour les couples d'hommes. Et ceux-ci seront donc fondés à réclamer la légalisation de la gestation pour autrui. Vous citez qui là, pardon ?
Vous citiez quelqu'un là? Là, je citais le rapport du Conseil national d'éthique, cité lui-même par Gérard Biard dans Charlie Hebdo, journal de gauche, je le précise. La France n'est pas encore prête pour la GPA, a dit Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle. Mais d'ores et déjà, souligne encore Alice Fernet, le marché des enfants représente des millions de dollars et le tourisme procréatif est une pratique de plus en plus courante. On prélève, on implante, on vend. Il y a donc un combat à mener contre la marchandisation des femmes que la pauvreté rend disponible. Mais ce n'est pas la domination de l'homme qui doit être ici dénoncée, c'est avec l'émergence du droit à l'enfant, l'inflation des droits de l'homme. Les défenseurs, de l'écriture inclusive, ne sont pas prêts à cet ajustement et elles, ont accueilli par un silence glacial le livre d'Alice Fernet, car elle ose parler avec une certaine antipathie des bourgeois et de leurs épouses. Elle appartient à un tout autre monde, bien sûr, mais elle est une bénéficiaire de la Révolution qui a fait des femmes des sujets à part entière, mais elle essaye de se mettre à la place des femmes de sa propre famille, de celles qui ne sont plus. Je n'ai pas lu le livre, mais j'invite les auditeurs à écouter l'excellent réplique d'hier où vous aviez invité Alice Fernet. Donc, elle ose parler avec empathie des bourgeois et de leurs épouses, alors qu'à l'âge de l'émancipation finale, elle devrait les haïr. Pas une ligne sur son roman dans Télérama, dans Le Monde, dans Libération, et elle ne figure sur aucune sélection pour les prix littéraires. La littérature... C'est un livre réactionnaire. Voilà. Et la littérature est aujourd'hui, plus que jamais, placée sous la surveillance de l'idéologie. Et cela ne concerne pas que la France. Nous avons la chance inouïe d'être contemporains de deux génies de la littérature, Milan Kundera et Philippe Roth. Chance inouïe, en effet, parce que les génies, à aucune époque de l'histoire humaine, ne se sont trouvés sous les sabots d'un cheval. Et nous savons, de sources sûres, maintenant, plus personne ne peut le contester, étant donné l'âge qu'ils ont atteint, qu'ils n'obtiendront pas le prix Nobel. Aucun autre écrivain ne peut leur être comparé. Mais ils sont l'un et l'autre considérés comme sexistes ou misogynes. Ils ne sont pas LGBT compatibles. Ils ne sont pas nobelisables. Donc. Et donc, ils échouent lamentablement à l'examen de rectitude politique que doit passer désormais tout candidat à l'excellence littéraire. Quelle différence avec Jean-Marie Gustave Leclésio. On dit Gustave aujourd'hui, c'est nouveau, c'était Jean-Marie Leclésio. On disait JMG. On disait JMG et c'est Jean-Marie Gustave Leclésio. Monocorde et sentencieux, il expliquait l'autre jour à la radio qu'avec les migrants, nous sommes revenus au monde de Dickens. Que Michel Houellebecq, dans Soumission, fait un contresens sur le message de l'islam. Non. Et qu'il ne faut surtout pas débaptiser les rues et les lycées de nos villes parce que on n'en aurait jamais fini avec tous ces généraux qui sont morts dans leur lit après avoir envoyé les braves gens à la mort. Donc on ne doit pas le faire parce qu'il faudrait tout débaptiser. Tel est, si vous voulez, le message de Jean-Marie Gustave Leclésio. Il pourrait peut-être avoir le Nobel une deuxième fois, alors. Et en tout cas, toute l'équipe de France Inter, émue aux larmes
par la nobilisation de sa propre bêtise, buvait les paroles du grand écrivain. Et face à une telle déréliction, on n'a pas le choix entre l'optimisme et le pessimisme. Mais on a le droit de rire. Mais entre l'hilarité et le sanglot. Oui, ben, choisissons, cher Alain, l'hilarité. Alors, permettez-moi, puisqu'il nous reste 2 minutes, je voudrais revenir sur tout ce que vous avez... Non, pas surtout, on n'aura pas le temps, mais un tout petit peu sur le féminisme. La PMA, vous parlez de marchandisation de l'homme, mais c'est surtout sa disparition. Non, je parle de la disparition de l'homme et de la marchandisation du corps des femmes, parce que, comme le montre Sylviane Agansky, les ventres seront en location. Oui, ça, et ce ne sera pas n'importe quel ventre. Ça, c'est la GPA, mais là, pour l'instant, dans la PMA, on est plutôt dans la toute-puissance de femmes et l'effacement complémentaire. Mais quand même, si vous voulez, je vous ai entendu à France Inter, j'ai été très sensible à ça, vous avez dit, ce n'est pas parce que les femmes sont nos égales, et que c'est un bonheur qu'elles soient nos égales, évidemment, que nous devons cesser de les traiter comme des femmes. J'ai été très étonnée que personne ne proteste, et j'avais envie de vous demander... Est-ce qu'il y a une part de jeu comme ça, de rôle dans cette idée de traiter les femmes comme des femmes? Et est-ce que ça ne vous empêche pas de voir les véritables écarts de salaire, les véritables violences, etc. Voilà. Les écarts de salaire, je vous l'ai dit, sont aujourd'hui... L'écart de salaire est un délit pénal. Oui. Et si écart de salaire il y a au bout de 10 ans ou de 15 ans de carrière, c'est parce que les femmes, souvent, se mettent en disponibilité, prennent leur mercredi, etc. Elles veulent, à côté de leur carrière, élever leurs enfants. Peut-être les rôles demain deviendront-ils interchangeables? Certains le souhaitent. En tout cas, si écart de salaire il y a, ce n'est pas parce que les DRH persécuteraient les femmes. 82% des DRH, d'ailleurs, sont des femmes. Alors, et pour le traitées reste... comme des femmes, alors. Pour le reste, traitées comme des femmes, mais oui, moi j'ai écrit Le Nouveau désordre amoureux avec Pascal Bruckner, parce que nous étions l'un et l'autre émerveillés par la différence des sexes et que l'idée d'une fusion totale ne nous paraissait pas rendre justice à cet émerveillement. Et donc, fusion totale dans le désir ou dans l'amour. Donc, je suis, en effet, c'est le mot de genre qui m'inquiète parce que j'ai du mal à penser que cette différence soit une pure et simple construction artificielle qu'il faudrait pouvoir dépasser au nom de l'émancipation. Et je crois que beaucoup de femmes veulent être à la fois des femmes et des sujets à part entière. Je comprends cette aspiration et comme homme, je ne me résignerai pas à penser que la différence des sexes relève du préjugé. Non, mais d'autant plus que on peut considérer, même, quelles que soient ses orientations sexuelles, comme vous dites, on peut considérer que la différence des sexes, c'est aussi ce qui rend le monde relativement habitable, imprévu et amusant. Mais oui, c'est la première des différences, et si celle-là est abolie, je ne vois pas quelle différence pourrait subsister. On sortirait d'un monde de la différence pour entrer dans un monde de la pure et simple disponibilité de tout à tous. Mais cela dit, ces féministes indifférencialistes sont aussi très différentialistes puisqu'elles considèrent que les femmes sont par essence victimes. Voilà. Donc et c'est à une femme que je laisserai le dernier mot. Eh bien, merci, cher Alain. Merci de nous délivrer du cauchemar de l'indifférenciation. Et d'ici dimanche prochain, on vous lit dans Causeur. On peut réécouter cette émission sur causeur.fr et radio-rcj.info. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter à tous une bonne fin de Soukot et une bonne fête de Simchat Torah. Chag Sameach, cher Alain. RCJ. Dimanche Info sur RCJ.